Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. Aliment fonctionnel, nutrition fonctionnelle, est-ce que c'est la même chose? Pas du tout. C'est pas parce que vous, professionnels de santé, vous êtes en train de travailler avec l'aliment fonctionnel que vous êtes en train de pratiquer la nutrition fonctionnelle. On va parler aujourd'hui de la différence entre un concept et l'autre concept. Je suis Elisa Marceau, chirurgien dentiste, naturopathe, spécialisée en nutrition fonctionnelle exactement. Et je suis là pour vous aider, vous professionnels de santé, à transformer des vies. La vôtre et celle de vos patients. Vem comigo? Vem comigo. Alors, c'est tout à fait ça. On va commencer par parler un petit peu de cet aliment fonctionnel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, regardez ici, il y a une petite histoire de qui suis-je, pourquoi je suis là, d'accord? Vous allez me connaître un petit peu plus. Deuxième point, c'est que j'ai l'habitude de faire tous mes cours, si vous ne me connaissez pas, en utilisant des cartes mentales. Évidemment, les cartes mentales, elles ont beaucoup moins d'écriture. Mais comme je voudrais que vous utilisiez cette carte et que vous appreniez à faire la vôtre, je mets plus de mots dans mes cartes à moi ici. OK? Normalement, c'est beaucoup moins de mots. Mais bon, ici au centre, on a aliments fonctionnels qui, en France, a aussi une appellation qui s'appelle alicament, aliments, médicaments, qui aujourd'hui, on utilise de moins en moins pour utiliser plutôt aliments fonctionnels. Alors, un petit peu de l'histoire de cet aliment fonctionnel. Donc, dans l'Antiquité, OK, bien avant, on avait déjà, dans l'Orient, on avait déjà cette conception que les aliments devraient être utilisés en tant que proportionnés à la personne du bien-être et même de la cure de certaines maladies, n'est-ce pas? On avait les thés verts, on a toujours les thés verts, les thés noirs, le soja, les graines ont été, franchement, ont été largement utilisés pendant l'Antiquité. Soja, ok? Je ne parle pas de type de soja, ce n'est pas notre discussion aujourd'hui, mais le soja, oui, il a été beaucoup utilisé en tant qu'un aliment de bien-être. Bon, on va laisser l'Antiquité et on va arriver à 1980. En 1980, ça c'est pour vous montrer que c'était au Japon. Tout a commencé au Japon, qu'il y avait une population vieillissante et le gouvernement se disait, mon Dieu, il y a plus en plus de populations vieillissantes et ils ont commencé à se pencher sur qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'alimentation pour qu'on ait moins de maladies et de s'occuper mieux du vieillissement de la population. Et donc, il y avait aussi cette notion de coût de santé. Donc, les Japonais avaient déjà, à ce moment-là, 1980, dans les années 80, cette notion que c'est mieux de dépenser avec la prévention que de penser vers le curatif. Malheureusement, nous les Occidentaux, on n'a pas encore compris ça, n'est-ce pas? On est toujours dans les curatifs. Mais on va y arriver. De personnes comme moi et de personnes comme vous, on est en train de changer les choses, n'est-ce pas? Donc, l'objectif, c'était aussi de diminuer les coûts avec la santé, ou plutôt les coûts avec la maladie. Et l'objectif, c'était effectivement cette question du vieillissement. En 1991, on va avoir ce qu'on appelle FOSHU, Food for Specific Health Use. Ici, on a déjà l'influence américaine, qui c'est l'aliment qui sera utilisé pour une utilisation spécifique, comme utilisation spécifique dans la santé. Ce mot FOSHU a été créé à ce moment-là. Et les États-Unis ont commencé
à se poser des questions, et le mot en anglais, Food for Specific Health Use, qui c'est faux-chou. À partir de là, la question de aliments fonctionnels, elle a suscité des questionnements partout dans le monde, évidemment. Et aujourd'hui, on a différentes législations. Législation européenne, législation française, suisse, législation canadienne, législation brésilienne, américaine. Il y a de tout. Okay? Et il y a des pays qui n'ont même pas une législation encore. Donc, on a différentes législations pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire un aliment fonctionnel. Mais parmi tous ceux qui ont des définitions différentes, il y a une chose qui est la même pour tous, qu'un aliment fonctionnel, c'est un aliment, ok? Après, on a un aliment habituel, un aliment courant, un aliment de tous les jours. Ce n'est pas un aliment bizarre, un aliment habituel. Un aliment qui est naturel, et là, il va y avoir des différences entre pays et d'autres en termes de définition, mais normalement, la majorité, c'est un aliment naturel ou industrialisé, mais c'est quand même un aliment qui a été enrichi, amélioré. Tout ça peut rentrer dans la poche aliment fonctionnel. Cet aliment, il a comme caractéristique, au-delà de sa valeur nutritionnelle, ça veut dire avoir du glucide, du lipide et de protéines, ok? À part ça, il va augmenter, promouvoir le bien-être, un mot aussi très vague, n'est-ce pas? Et diminuer le risque de maladie. Donc, il faut que cet aliment, pour qu'il soit considéré dans le groupe aliments fonctionnels, qu'il va améliorer, augmenter le bien-être, qui là, je répète, bien-être, qu'est-ce que ça veut dire bien-être? Bien-être, il va falloir beaucoup de piliers, les piliers physiologiques, les piliers psychiques, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas aussi simple de définir le bien-être. D'ailleurs, on va parler un peu de l'OMS, Organisation mondiale de santé, la définition qu'elle donne un peu pour ça, mais plus tard. Et donc, il faut que dans cette conception d'aliments fonctionnels, on ait aussi cette notion. Après, il faut aussi que cet aliment fonctionnel a des bases scientifiques. Et là, c'est une autre histoire, compliquée aussi. Parce que les études en aveugle, il n'y a pas énormément. Il y a des expérimentations par-ci, par-là. Mais il faut quand même la définition qui est une base scientifique pour déterminer que cet aliment est fonctionnel. Alors, quelles sont les bases scientifiques? C'est pour ça qu'il y a différentes législations, argumentations différentes, intérêts économiques différents, d'un côté, de l'autre, Europe, Amérique latine, etc. Bon, en termes d'exemples, qu'est-ce que je pouvais vous donner? Soja. Soja, par exemple, c'est déjà un sujet très conflictueux, n'est-ce pas? Au Brésil, par exemple, parler de soja, c'est pas du tout. Parce qu'on va voir l'origine du soja qui s'est modifiée. Donc, on ne parle pas. Ici, en France, on parle déjà de soja. Mais le soja, à la base, c'est pourquoi il est considéré un aliment fonctionnel. Parce qu'il y a des isoflavones. Et ces isoflavones sont des bioactifs, sont des composés bioactifs qui vont jouer dans la diminution des maladies cardiovasculaires, qui vont jouer dans la prévention du cancer. Un autre exemple, avoine. Avoine, elle a un type de fibre qui s'appelle bêta-glucane. Cette bêta-glucane, elle va aussi avoir un impact sur maladies cardiovasculaires. Que pour vous donner deux exemples, ok? Deux aliments qui sont considérés fonctionnels. Et la classification de ces aliments, on peut faire selon l'origine de l'aliment. Origine animale, on peut parler par exemple d'un aliment qui serait le poisson gras de mer froide, poisson sauvage gras de mer froide, qui on a nos fameux oméga 3. On peut parler de végétal.
Je viens de vous donner le soja comme exemple. Donc, ça peut être origine animale ou végétale. Il faut aussi, en termes de classification, une action physiologique. Et là, on va voir plusieurs actions physiologiques. Par exemple, cet aliment fonctionnel, il va agir dans la défense de prévention des stress oxydatifs. Ceux qui viennent de ma tête, par exemple, sont les fruits rouges. Okay? Ce fruit rouge, ils vont avoir des éléments bioactifs qui vont agir comme antioxydants. Un exemple. Un autre exemple, une autre action physiologique, croissance et développement pendant l'enfance. Il y a certains aliments, on peut donner l'exemple du lait, pourquoi pas, qui est lié à cette croissance et développement pendant l'enfance. Après, physiologie cardiovasculaire. Physiologie cardiovasculaire, je viens de vous donner l'exemple d'avoine. Physiologie gastro-intestinale. Donc, un aliment prébiotique, probiotique, qui fait les yaourts, etc., qui peuvent faire la différence en termes de physiologie gastro-intestinale. Ils vont donner du support à la qualité gastro-intestinale. Il y en a beaucoup. Physiologie maintenant de performance cognitive mentale. Quelques aliments qui ont des bioactifs qui vont agir dans la prévention de Alzheimer, de Parkinson, de perte de mémoire, de tout ce qui est baisse cognitive, on est là. Tout ça, c'est aliments fonctionnels, OK? Après, il y a aussi les aliments fonctionnels qui vont jouer dans la régulation des processus métaboliques de base. Un exemple qu'on peut donner, la cannelle. La cannelle qui va agir sur la régulation d'un processus métabolique de base qui est la glycémie. Ça, c'est un autre exemple. Et on a aussi les aliments qui vont jouer dans la performance physique, très utilisés par la nutrition sportive, n'est-ce pas? Qui est gain de masse musculaire, par exemple. OK? Donc, tout ça, toutes ces actions physiologiques sont des actions que cet aliment fonctionnel va permettre. Donc, c'est effectivement quelque chose de génial, les aliments fonctionnels. Après, on va voir quelles sont les molécules fonctionnelles, les composés qui seront dans ces aliments fonctionnels. J'ai mis ici 6 groupes essentiellement. Les groupes soufrés et azotés. Okay? Notre objectif aujourd'hui, ce n'est pas de parler de chaque groupe. On aura le temps de parler de tout ça. Notre objectif, c'est de mettre vous, professionnels de santé, conscients que aliment fonctionnel, c'est une chose et nutrition fonctionnelle, c'est une autre. Okay? Donc, on est en train d'attaquer maintenant l'aliment fonctionnel. D'ailleurs, avant de parler de molécules, qu'est-ce qui n'est pas du tout aliment fonctionnel? Tout ce qui est gélule, tout ce qui est pilule, tout ce qui est complémentation alimentaire ou supplémentation, non. Ça ne rentre pas dans l'aliment fonctionnel parce qu'effectivement, ce n'est pas un aliment. Exemple, curcuma, tout à fait, c'est un aliment fonctionnel. Mais le curcuma dans une gélule avec la curcumine n'est pas un aliment fonctionnel. Il va entrer plutôt dans d'autres catégories, OK? Plutôt nutraceutique, ou ça, il y a aussi un mélange de terminologie, mais ça ne sera pas un aliment fonctionnel, ça c'est sûr. Alors, quelles sont alors ces molécules qui sont fonctionnelles, qu'on parle tout le temps? Les éléments soufrés et azotés, les phénoliques, qui fait partie d'un groupe qui est phytochimique. Né? Phénolique vient de phénol. Là, la connaissance en biochimie et en chimie va beaucoup nous aider. On a les fibres, les oligosaccharides. Quand on parle d'oligosaccharides, on est en train de parler de glucides, n'est-ce pas? On a les prébiotiques et les probiotiques.
que en passant, les probiotiques, ce sont les bactéries en soi. Les prébiotiques, c'est ceux qui vont nourrir les bactéries. On a les antioxydants il y a un groupe très spécial qui c'est le groupe phytochimique. Ce groupe phytochimique, c'est un groupe il y a plusieurs types de phyto, ça veut dire origine de plantes, comme flavones, isoflavones, etc., qui va avoir cette action antioxydant. Il y a un tableau énorme avec les actions de toutes ces substances phytochimiques. Je donne un autre exemple. Un flavonol, ça serait la quercétine. Isoflavone, il y a la génistéine, que pour vous donner des exemples, qui vont avoir des actions ici, physiologiques. OK? J'espère que ça soit clair pour vous. On a un autre groupe très connu qui sont les acides gras polyinsaturés, oméga 3. Et là, on va parler de poissons, on va parler de poissons gras de mer froide, sauvages. On va connaître mieux les acides gras polyinsaturés qui sont ceux bioactifs dans les aliments, qui sont effectivement les aliments qu'on dit fonctionnels. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous ces molécules-là dans les aliments pour produire ce type d'action physiologique que je viens de vous décliner. OK? All right. Je vous pose une question. Vous, qu'est-ce que vous utilisez beaucoup comme aliment fonctionnel? Si je réfléchis à ça, je pourrais dire que vraiment, curcuma, c'est un aliment que j'utilise beaucoup. Un anti-inflammatoire, modulation des NF-kappa-B. Donc, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup parce que, vous savez, inflammation chronique, on trouve partout, tout le temps. Un autre que j'utilise beaucoup, ça serait fruits rouges comme antioxydant. Okay? Bon, il y en a plein. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous utilisez. Gingembre, un adaptogène. Donc, je voudrais savoir qu'est-ce que vous utilisez. Participez. Mettez là qu'est-ce que vous utilisez en tant qu'aliment fonctionnel. Passons maintenant à un autre monde. C'est le monde de la nutrition fonctionnelle. Alors là, on va parler de science. On va parler de stratégie. Ici, on est en train de parler d'un outil. Et ici, on est en train de parler d'une science. Cette science, l'histoire d'alimentation, aliments fonctionnels, a commencé, comme je vous ai dit, dans les années 80 au Japon. OK. Après, on va passer en 1991. Il y a Dr. Jeffrey Bland. Lui a étudié effectivement et il a créé la médecine fonctionnelle, qui aujourd'hui, on a le Institute of Functional Medicine à Washington, où c'est le centre de la médecine fonctionnelle. Et à partir de là, le monde entier s'approprie de cette stratégie, de cette science qui s'appelle nutrition fonctionnelle. À partir de début 2000, début au fin 1999, par là, c'est arrivé au Brésil. Et aujourd'hui, il y a une stratégie, c'est une science qui appartient à vous tous. Ça, il faut que j'insiste. Vous êtes dentiste, ça vous appartient. Vous êtes naturopathe, ça vous appartient. Vous êtes médecin généraliste, ça vous appartient. Et même médecin spécialisé, ça vous appartient. Vous êtes chiropracteur, vous êtes ostéopathe, vous êtes coach sportif. Ça vous appartient. Chaque individu va utiliser cette stratégie nutrition fonctionnelle dans son domaine. C'est ça qui va faire la différence. C'est ça, je vais vous montrer ici, cette science merveilleuse qui va changer, transformer la vie de votre patient. C'est pour ça que je dis à chaque fois que ça va transformer la vie de votre patient. Parce que la nutrition fonctionnelle, elle va prendre en compte pas la maladie, elle va prendre en compte l'être humain qui est devant vous. Ça veut dire avec sa
biochimie personnalisée. Et si je parle de biochimie personnalisée, c'est parce que chacun de nous a une biochimie personnalisée. Vous savez bien qu'on a des facteurs génétiques et des facteurs épigénétiques. Et là, je fais le lien. Qu'est-ce que est votre travail? N'importe qui vous êtes en tant que professionnel de santé. Votre travail, c'est de lier cette alimentation fonctionnelle, l'adapter à cette réalité biochimique de votre patient. Vous comprenez ça? Ça veut dire que si votre patient, un exemple, on va dire la méthylation, si votre patient a un problème de sous-méthylation, il ne méthyle pas bien, vous allez donner un aliment qui va faciliter cette méthylation. Mais vous pouvez aller plus loin. C'est que le patient, il a de gènes qui vont s'exprimer, mais qui ne devraient pas s'exprimer. Un cancer, c'est quoi? C'est un gène qui s'exprime et qui ne devrait pas s'exprimer. Il devrait être silencieux. À partir du moment que vous allez maintenir ce patient avec une inflammation zéro, okay, et je dis bien zéro, vous allez éviter l'expression de beaucoup de gènes qu'on ne sait pas si le patient est là ou pas. Ça, c'est l'épigénétique et la génétique main dans la main. Okay? Donc, quand je m'occupe de l'alimentation fonctionnelle de Marie qui a une biochimie de Marie, je suis en train d'éviter maladies cardiovasculaires, Alzheimer, Parkinson. Le problème, c'est qu'il y a encore un corps de personnes qui dit « Je ne crois pas ». Comment vous ne croyez pas? On mange 70 tonnes d'aliments par jusqu'à 60 ans, jusqu'à 70 ans. 70 tonnes. Vous pensez vraiment que tout ça ne fait aucun effet dans notre corps? Et je vais plus loin. Cette nutrition fonctionnelle et cette stratégie, ça veut dire le regard que vous avez vers votre patient, soit un dentiste, soit un chiropracteur, vous allez arrêter de regarder le problème, la maladie, et vous allez réfléchir sur quelle est l'étiologie de la symptomatologie que votre patient est en train de vous raconter, ou même, parfois même pas, parce qu'il cache ça, il ne sait pas effectivement qu'est-ce qui se passe avec lui. Donc, c'est à nous de chercher et de vraiment écouter cette personne qui est devant nous et connaître l'étiologie du problème. Et ça va faire une différence énorme parce que la nutrition fonctionnelle, elle va éduquer votre patient. Si vous êtes dentiste, elle ne va pas éduquer qu'au niveau, ça ne sert pas. Je suis dentiste, je peux vous dire, je travaillais dans une clinique de prévention au Brésil, de prévention. Mais ma prévention à ce moment-là était une prévention limitée. Une prévention hygiène buccale. Non, non, ce n'est pas suffisant. On a besoin d'une prévention de la personne qui est devant vous. Si cette personne est en surpoids, collègue dentiste, il va falloir lui parler. Cette personne est inflammée. Si elle est inflammée, maladie parodontale. Et pour vous, chiropracteur, ostéopathe, vous occupez de faire quoi? De faire pour que ce patient se sente mieux. Donc, vous allez faire toutes les manipulations pour libérer plusieurs articulations. Mais à quoi sert de libérer plusieurs articulations si vous ne connaissez pas la biochimie de votre patient, que vous pouvez intervenir dans son alimentation? Et comme ça, si nous tous, on travaille dans ce sens-là, ce patient va être super bien. Et vous, professionnels, vous aussi, vous allez être chamboulés, transformés par ça. Parce que vous allez avoir de plus en plus de patients qui vont avoir envie de vous payer à côté de l'assurance maladie. Et là, je parle en France, mais je parle à d'autres pays aussi qui n'ont pas le même système. Mais ils vont avoir envie de vous payer, ils vont vous valoriser. Vous allez être respecté dans votre métier. Et je dis ça parce que c'est ça un peu mon histoire. Une personne, une étrangère,
qui est arrivé en France, qui ne connaissait personne, et qui aujourd'hui a une vaste clientèle et qui a un prix de consultation qui va au-delà de la grande majorité des professionnels. De santé, je parle pas que de naturopathes. Donc, et je reviens, donc c'est une science, la nutrition fonctionnelle, intégrative. Mais ce mot intégrative, il veut tout dire et rien dire. Parce que la problématique que je pense que vous avez, c'est comment, Elisa, je vais mettre toute cette histoire que vous êtes en train de me raconter de nutrition fonctionnelle dans ma pratique. Je sais que ça, c'est une difficulté. On va parler au long du temps. OK? Comment vous pouvez faire ça? Comment un médecin, je suis un médecin de ville, je suis un médecin qui a je ne sais pas combien de patients par jour. Et là, je vous pose la question, médecin de ville. Vous êtes content avec cette situation d'avoir un patient chaque 20 minutes où vous ne pouvez pas développer avec ce patient une action préventive, de lui donner de la responsabilité de sa santé, de mettre dans sa tête, d'avoir une influence sur lui, de créer avec ce patient une empathie solide pour que vous puissiez avoir le prix de votre consultation beaucoup plus importante et comme ça, vous pouvez passer plus de temps avec votre patient. Je pense qu'on a tous envie de ça. J'ai des élèves, quand je donnais de cours présentiels dans toute la France, de médecins, d'ostéopathes, de chiropracteurs, de beaucoup de naturopathes qui venaient avec une frustration, qui ne savaient pas comment mettre tout ça en pratique. Et c'est pour ça que je suis là. OK? Et donc, tout ça, j'ai déjà parlé. Relation, cette stratégie de la nutrition, elle va mettre en relation nos systèmes organiques d'une façon organisée. Parce que vous avez un patient qui arrive et il a beaucoup de problèmes. Je le conçois. Mais on commence par quoi? On commence par où? Comment on va donner cette conscience au patient? Et pour les naturopathes, comment on va sortir du lot? Même pour les ostéopathes, ici dans ma ville, à chaque pas que je donne, que je fais dans la rue, il y a un ostéopathe. Il a un cabinet d'ostéopathie. Mais ils ont tous à peu près les mêmes conduites. Ils n'ont pas cette vision. Ce n'est pas un ostéopathe fonctionnel. Ce n'est pas un naturopathe fonctionnel. Et c'est ça que je vous invite. Donc, ici, on a cette relation de système. Comment on va construire ça? On va construire avec une ordre. Il y a une ordre de choses. Okay? On a les antécédents du patient. On a antécédents du patient, c'est l'historique du patient, c'est connaître sa génétique, connaître sa épigénétique, c'est savoir qu'est-ce qui se passait dans sa vie, savoir quels sont les déclencheurs, qu'est-ce que depuis qu'il est obèse, ça fait combien de temps qu'il est comme ça? Et une personne qui a beaucoup de maladies parodontales, est-ce qu'elle a eu aussi des caries rampantes? Je ne vois jamais un dentiste demander à son patient qui a des problèmes parodontales son historique, d'où ça a commencé, est-ce qu'il avait des caries rampantes? Peut-être j'ai tort, peut-être il y en a plein qui demandent, hein? Mais dans mon parcours, je n'ai jamais vu. D'ailleurs, je ne vois pas non plus dentiste dans formation en nutrition fonctionnelle. Je me pose la question, parce que peut-être vous pensez que vous n'avez rien à voir avec ça, et vous avez tout à voir avec ça. C'est ça la question. Et donc, on va voir les déclencheurs. On va voir les médiateurs. Les médiateurs, un exemple, une personne qui va faire par exemple, une personne qui est en surpoids ou qui est obèse, elle va avoir des cytokines inflammatoires tout le temps. La cytokine est un déclencheur. Okay? Toutes les altérations biologiques qu'on voit dans un bilan sanguin, et là, stop! Bilan sanguin de nutrition fonctionnelle, c'est A. Bilan sanguin médical dans la médecine traditionnelle, que j'ai tout le respect, c'est B. Les valeurs que vous avez, vous, médecins, entre, par exemple, une ferritine qui peut aller de 50 à 300, pour nous, non, on ne trouve pas normal qu'une personne a 50, que l'autre a 300 et que tout va bien.
Okay? On travaille avec des quartiles. Tout ça, on va connaître. Donc, déclencheur, médiateur. Après, il y a tous les facteurs modifiables. Et vous allez me dire quelle est la profession de santé qui ne peut pas parler de facteurs modifiables. Et j'inclus coach sportif et j'inclus tout que vous dites qui sont de médecine alternative, parallèle, n'importe l'expression. Qui ne peut pas parler d'alimentation? Seulement ceux qui ne connaissent pas. De sommeil, comment on va avoir... Ça, on appelle facteur modifiable. Le sommeil, c'est condition fondamentale parce qu'une personne, par exemple, qu'elle dit « Ah, moi, je suis hyper bien parce que j'ai fait mon bilan sanguin et tout est... Normalement, c'est qu'il n'y a pas d'astérisque ou il n'y a pas de gras. Ah, je suis en super forme. » Et là, je pose la question, vous dormez bien? Non. Ah bah alors, vous n'êtes pas en super forme. Comme dit l'OMS, elle dit, être en bonne santé, ce n'est pas l'absence de maladie. C'est un état psychique, un état physique top. Ce sont des choses différentes. On va travailler l'assiette, la tête et le basket pour être, selon l'OMS, en bonne santé. Et la nutrition fonctionnelle, elle travaille avec ça. On appelle ça vitalité positive. Ce n'est pas que être sans maladie. C'est avoir la vitalité positive. Donc, on va travailler dans plusieurs aspects. OK? Évidemment, Elisa, je ne peux pas tout travailler. J'ai besoin de passer la main. Je peux passer la main à un chiropracteur. Je peux passer la main à un ostéopathe. Mais je cherche des ostéopathes, des chiropracteurs fonctionnels, des dentistes fonctionnels, des médecins fonctionnels, des coachs sportifs fonctionnels. C'est ça le grand objectif. Et donc, on a cette partie. On va travailler le facteur modifiable, alimentation, sommeil, activité physique. L'activité physique, la même activité physique, elle est bien pour tout le monde. Ça dépend quelle est la biochimie personnalisée de cette mère. Ah, mais je ne sais pas. C'est pour ça qu'on va étudier la nutrition fonctionnelle avec un sens pratique. Donc, j'appelle nutrition fonctionnelle pratique. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves, de mes élèves, qui connaissent la nutrition fonctionnelle. Mais ils ne savent pas comment appliquer dans leur métier. Ils ne savent pas comment faire que ce soit pratique. Et là, la question du stress. Okay? Comment on va montrer à ce patient à gérer son stress, à gérer son anxiété? Il a je fais toujours un podcast pour mes patients sur Telegram, que je parle presque tous les jours, je donne un message. Ça me rappelle qu'hier, je parlais du 4 cadrans de l'anxiété. Donc, je montre qu'est-ce que c'est l'anxiété et je dis à mes patients, parce qu'ils ne peuvent pas me voir tous les jours, venir me voir tous les jours. Donc, je fais un travail parallèle. Et là, je leur montre quelle est la définition de l'anxiété. Je vous donne un exemple. Si vous êtes une personne qui, pour remplir un verre d'eau, vous n'avez pas la patience, bienvenue au club des anxieux. D'ailleurs, je fais partie. OK? Donc, il y a aussi le rapport. Quel est le rapport de ce patient avec son travail, avec la nature? Il y a des patients qui ont zéro rapport avec la nature. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire tout simplement, monsieur, c'est important d'avoir un rappel avec la nature. Il ne va pas le faire. Il y a tout un travail de empathie que vous allez mettre vos pieds dans les chaussures du patient, comprendre sa problématique. Et là, vous pouvez l'aider. Parce qu'il faut aussi une participation active du patient. Donc, il faut qu'il soit conscient qu'on va lui donner les outils pour s'en sortir. On ne va pas lui protéger comme fait d'ailleurs tout ce qui est la médecine en termes de médecine chronique. Évidemment, la médecine, pour tout ce qui est aigu, je n'ai même pas de mots à dire. Vous êtes des anges. Mais je ne parle pas de la médecine aiguë, je parle de la médecine chronique. Et là, il y a cette histoire que le patient est diabétique type 2. Ah, mais ce n'est pas sa faute. Comment ce n'est pas sa faute? On ne va pas parler de faute, on est d'accord, mais on va parler quand même de responsabilité.
responsabilité de sa santé. Ah, mais je ne savais pas. Maintenant, vous le savez. Je suis en train de vous donner l'information. Après, chacun gère sa vie comme il veut, c'est sûr. Donc, le rapport avec le travail, le rapport avec la famille, le rapport avec la nature, le rapport avec la famille, il y a des gens qui ont des trucs lourds sur eux et qu'ils n'arrivent pas à se débarrasser. Si vous n'êtes pas capable, vous allez envoyer ça à un psychologue, si vous voulez, je donne un exemple, un psychologue fonctionnel. OK? Mais psychologue fonctionnel, en France, je crois que ça n'existe pas. Parce que les psychologues, ils ne voient pas où il peut intervenir. Je vais vous dire où il peut intervenir. Il peut intervenir dans tout ça. Il peut intervenir en train d'outils aliments fonctionnels pour que la personne, si elle est dépressive, qu'elle soit moins dépressive. Donc, vous imaginez la beauté que ça serait, ce monde, si on pouvait travailler comme ça. Et c'est ça ma lutte. Okay? Et j'espère que vous allez venir avec moi. Vem comigo. On a 8 dans cette question de relations systémiques. On va faire une relation intra-système, okay, pour comprendre le métabolisme de ce patient. Donc, il y a assimilation, c'est un des piliers. L'assimilation, c'est le tractus gastro-intestinal. Okay? Alors là, je m'arrête tout de suite parce que le dentiste, il va se dire, mais attendez, vous voulez que je connaisse l'assimilation du tractus gastro-intestinal en profondité? Pas très pour les dentistes, pas en hyper profondité, mais quand même, parce que la bouche, elle fait partie du tractus gastro-intestinal. Donc, le dentiste, il va être plus là, mais il va connaître tout ça. Et il va savoir agir, il va savoir envoyer ce patient à quelqu'un. Parce que si on va en intégrité structurelle, par exemple, là, on est en train de parler d'intégrité membranaire, intégrité musculaire et articulaire. Donc là, ça va parler à qui? Ça va parler plutôt aux chiropracteurs, ça va parler plutôt aux ostéopathes, ça va parler plutôt aux kinésithérapeutes. Mais kinésithérapeute, chiropracteur et ostéopathe. Vous ne pouvez pas vous séparer le corps comme s'il y avait que des articulations. Vous allez travailler sur les antécédents, sur les déclencheurs, sur les médiateurs, sur les facteurs médiateurs et sur l'assimilation des fois, chacun à son niveau. Si vous pensez que l'assimilation de votre patient, vous avez conclu qu'elle est très compliquée, vous allez envoyer quelqu'un qui est plutôt dans l'assimilation. Vous comprenez l'objectif de la chose? Mais si vous ne connaissez rien de ça, comment vous allez faire? Vous allez traiter un problème à chaque fois qu'il va se présenter. Et pour votre patient, et ça va se présenter en boucle. En boucle, parce que vous n'êtes pas en train de régler le problème du patient. Vous êtes encore dans une vision curative. Et là, j'ai dit la même chose aux naturopathes qui pensent qu'en train de faire une alimentation fonctionnelle, elle a résolu le problème. Non, il faut tout ça. Il faut de la biotransformation. Par exemple, on va voir la condition, on parle de système. On va voir le système hépatique, on va voir le système rénal, on va voir le transport. Alors, imaginez, transport, communication, c'est tout ce qui est communication du corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui est la partie hormonale du corps et la partie neuronale du corps. Tout ce qui est transport par les veines, par les artères et par la lymphe. Vous comprenez? Donc, vous imaginez la richesse d'un médecin généraliste. Lui, il peut faire tout ça avec... Ah, mon Dieu! Il peut sortir du lot. Il peut passer du temps avec son patient. Le problème, c'est qu'il va me demander, mais Elisa, comment je vais faire ça? Et c'est ça, je vais vous aider. OK? Petit à petit. Je vais vous montrer comment vous pouvez mettre en œuvre la prise en charge de votre patient en utilisant la nutrition fonctionnelle ajoutée à votre métier. Donc, déjà, il va falloir connaître la nutrition fonctionnelle. Et après, il y a tout des actions qu'on va faire. Si je parle de biochimie personnalisée, évidemment, il faut connaître un peu de biochimie. Eh oui! Et la biochimie, c'est une beauté absolue parce qu'elle va vous expliquer
la raison des choses. Et donc, j'ai mis ici les piliers de la biochimie, la méthylation, l'oxydation, la glycation et l'inflammation. Donc, si vous avez ça, c'est la base, la biochimie. En comprenant la méthylation, l'oxydation, la glycation et l'inflammation de votre patient, Marie ou Paul, vous avez fait un pas gigantesque. Et vous allez changer, transformer la vie de votre patient. Et vous allez transformer la vie de vous-même. Et c'est pour ça que je parle de la roue de la transformation. Parce que c'est une roue qui va se transformer et à chaque jour, elle ne s'arrête pas. Je me transforme tout le temps, mon patient va se transformer tout le temps. Okay? Et j'ai ce groupe que je vous ai dit, qui s'appelle la roue de la transformation chez Telegram, que pour mes patients et pour les amis de mes patients. Okay? Parce que je veux engager plus de gens. C'est pour ça. Même les patients qui ne viennent plus, n'importe, il sera toujours mon patient. Il va toujours se rappeler de moi. Vous comprenez? Parce que j'ai fait une différence dans sa vie. Il y a quelques-uns qui peuvent maintenant venir une fois par an parce qu'ils savent se gérer. Okay? Et il y en a d'autres que non. Ça dépend. Mais c'est ça notre objectif. C'est de transformer une vision curative à une vision préventive, à une vision de santé et pas de maladie. En fait, on veut assurer, pas assurance maladie, mais assurance vers la santé. On arrête de regarder les étiquettes, on prend le patient entier en tant que personne. On établit une empathie avec lui. C'est pour ça que j'ai mis les yeux ouverts. Les yeux ouverts, c'est vous, professionnels de santé. Les yeux fermés, ce sont nos patients ou nos clients qui ne savent pas où aller, qui sont aveuglés par tous les aliments industriels, non industriels. Prenez le magnésium, ne prenez pas le magnésium. Prenez oméga 3, ne prenez pas je ne sais pas quoi. Prenez oméga 3. Ah non, là, il ne faut plus prendre des oméga 3. Ils ne savent pas, ils savent plus où ils sont. Il y a un excès d'information. Vous savez, l'information tue l'information. Donc, il faut construire une liaison de confiance avec votre patient qu'il va vous écouter. OK? Parce qu'il y a aussi les pharmaciens. Excusez-moi, les pharmaciens. Vous êtes un pharmacien fonctionnel. Les pharmaciens, ils sont entre deux chaises parce qu'eux, il faut qu'ils vendent le médicament quand même. Donc, je ne sais pas. Je connais des pharmaciens qui sont dans cette fonction, qui sont dans le fonctionnel. Mais je sais qu'ils gagnent plus d'argent s'ils étaient plutôt dans le fonctionnel, je pense. Donc, il y a aussi le patient que vous avez fait tout ce travail-là et qu'il arrive dans la pharmacie. Et la pharmacie dit, non, monsieur, on n'a pas ce produit, on a celui-là. Non, non, non. Si votre patient, il l'a acheté, c'est parce que vous n'avez pas créé ce lien avec lui encore. Ce n'est pas bon. Il faut améliorer. Bon, j'espère que j'étais claire que l'aliment fonctionnel, c'est un outil pour la nutrition fonctionnelle, une science, une stratégie qui appartient à vous tous, professionnels de santé. Merci. Vem comigo. Vem comigo.